Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après avoir vu l'évaluation des immobilisations à l'acquisition et à l'inventaire, nous allons voir dans cette vidéo les évaluations des immobilisations corporelles et incorporelles lors de la cession. Dans un premier temps, je vous propose d'analyser l'opération de cession en tant que telle. Nous traiterons ensuite, dans un premier temps, de la comptabilisation de la cession et ensuite de la comptabilisation de la sortie de l'immobilisation du bilan. Nous finirons par traiter rapidement des différentes conséquences fiscales qui sont liées à ces opérations. Préparez vos affaires, on débute. Alors, analysons dans un premier temps donc l'opération de cession d'une immobilisation. Il s'agit en fait d'une opération de désinvestissement. Ce qui se passe, c'est que courant de l'année, il se peut que votre immobilisation, que ce soit meuble ou immeuble, soit vous la vendez, soit vous faites ce qu'on appelle une mise au rebut, c'est-à-dire que vous la mettez à la poubelle et donc elle va sortir réellement de l'usine. Alors, que se passe-t-il comptablement? Donc, nous sommes à l'inventaire. L'objectif de l'inventaire est de vérifier l'existence et la valeur de chaque élément du bilan. Ici, on parle donc de cession d'immobilisation. On est donc à l'actif du bilan. Et donc, ces immobilisations, elles ont un impact sur deux choses. D'une part, le brut, qui est la valeur d'origine, et d'autre part, l'ensemble des amortissements et des dépréciations qu'elles ont fait l'objet depuis leur début, depuis leur acquisition. On va donc à l'inventaire les faire sortir du bilan. Et donc, on va faire sortir du bilan et les biens pour leur valeur d'origine et l'ensemble des amortissements et des dépréciations qui étaient attachés à cette immobilisation. Par ailleurs, dans le compte de résultat, alors dans notre compte de résultat, ça va se traduire d'une part par l'apparition d'un prix de vente. On a fait une cession, donc on a eu un produit de cession qui est un produit exceptionnel. Et pour compenser en fait ce produit exceptionnel, on a également une charge exceptionnelle. C'est la valeur nette comptable, c'est-à-dire en fait ce que l'on vient de faire sortir, la valeur d'origine, moins la somme des amortissements et des dépréciations qui étaient attachées à l'immobilisation. Comment ça se passe, point de vue comptabilisation au journal? Donc en fait, dans un premier temps, la cession c'est une vente. Donc le schéma d'écriture correspond en fait à l'enregistrement d'une vente. Donc on va retrouver le produit de cession, un crédit d'un compte 775, produit de cession pour la valeur hors taxe. On a sur cette cession, normalement, on y reviendra en fin de vidéo, mais normalement, on a de la TVA collectée, hein, on reviendra dessus. Et puis, on a, selon les cas, soit le compte 462 s'il n'y a pas de paiement immédiat, soit le compte 512 s'il y a un paiement immédiat. On verra. Dans certains cas, les ventes ne sont pas soumises à TVA et on verra les conséquences en termes d'écriture comptable. Petite précision, les frais de cession, s'il y en a, sont à considérer comme étant une charge. Donc on va les mettre en charge et en fonction de la nature de la charge. Deuxièmement, comment ça se passe au niveau de la sortie de l'immobilisation du bilan, la sortie de l'immobilisation et comme on a dit tout à l'heure, la sortie des amortissements et des dépréciations qui étaient attachées à cette immobilisation. Dans ce cas-là, on va voir plusieurs cas. On va commencer par le cas d'une immobilisation non amortissable. Donc, dans un premier temps, on va faire sortir l'immobilisation du bilan. Donc ici, on crédite un compte de la classe 2 pour la valeur d'origine de l'immobilisation. Et on va compenser ce crédit d'un compte de la classe 2 par un débit 675 du compte de charge. C'est la VNC qu'on a vu tout à l'heure. Ça s'appelle valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Donc ici, on a l'immobilisation qui sort et donc la VNC qui vient en charge. Petit rappel, cette charge est considérée comme une charge exceptionnelle. En effet, il n'est pas courant, il ne fait pas partie de l'exploitation de l'entreprise que de vendre son outil de production. Et puis, on a bien ici, comme c'est une immobilisation non amortissable, une égalité entre la valeur d'entrée et la valeur de sortie, qui est la valeur d'origine. Il ne faut pas oublier sur ces immobilisations non amortissables également de faire sortir les dépréciations qui étaient attachées à ces immobilisations. Donc on va débiter les comptes de dépréciation et pour faire apparaître, pour compenser, pour avoir un principe de la partie double, on va utiliser un compte de reprise 78 et cette fois-ci c'est un compte de reprise à caractère exceptionnel puisqu'on a dit que ce n'était pas un élément de l'exploitation d'entreprise
de céder son outil de production. Et attention, il faut bien reprendre toutes les dépréciations qui étaient liées à l'immobilisation. Cette fois-ci, dans le cas d'une immobilisation amortissable, on va retrouver quand même le même schéma d'écriture. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, et ce qui est différent du cas précédent, c'est qu'on va constater une dotation aux amortissements jusqu'à la date de cession. On a quand même utilisé, consommé le bien du début de l'exercice jusqu'à la date de sortie. Et donc, on va constater une dotation aux amortissements pour cette période-là, une dotation complémentaire. Cette dotation se fait au prorata du début de l'exercice jusqu'à la date de vente, de la date de sortie. Certains enregistrent cette écriture à la date de cession. Personnellement, je vous invite à considérer qu'on est à l'inventaire, puisque c'est à l'inventaire qu'on va passer des écritures habituellement d'amortissement. Deuxième écriture, et c'est la même que lorsqu'on a une immobilisation non amortissable en partie. On va donc faire sortir, on va créditer le compte d'immobilisation, on va créditer un compte de la classe 2. Attention, c'est pour la valeur d'origine, hein, c'est bien le respect du principe des coûts historiques, du nominalisme monétaire. On va solder également l'ensemble des amortissements, donc la somme des annuités passées. Et pour compenser, on va passer une charge exceptionnelle, valeur comptable des éléments d'actifs cédés comme tout à l'heure, et cette fois-ci, cette valeur comptable sera égale à la VNC, et on retrouve bien une égalité ici, puisque par définition, la VNC, c'est la valeur d'origine moins la somme des annuités, donc on a bien égalité entre VNC plus somme des annuités, et de l'autre côté, valeur d'origine. Comme dans le cas d'une immobilisation non amortissable, il ne faut pas oublier de faire sortir l'ensemble des dépréciations qui étaient attachées à l'immobilisation. Donc on va débiter les comptes de dépréciation par le crédit. Crédit, encore une fois, à caractère d'un produit à caractère exceptionnel. 787,6 reprise des dépréciations. Et là, on reprend bien la totalité des dépréciations qui étaient liées à l'immobilisation. Avant de terminer, faisons un petit focus sur les conséquences fiscales de ces opérations. Alors, lors d'une cession, on va faire apparaître soit une plus-value de cession, soit une moins-value de cession. Et ces plus-values, ces moins-values de cession, en fonction de la durée de détention des éléments cédés, sera considérée soit comme du court terme, et donc sera imposée au taux normal, soit considérée comme du long terme, et là pourra bénéficier d'une imposition aux impôts à taux réduit. Je vous propose la distinction telle qu'elle est utilisée dans le cadre des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Dans le cas des sociétés soumises à l'IS, ce n'est pas tout à fait le même tableau. Je vous invite à vous rapprocher de vos coûts de droit fiscal. Donc, lorsqu'on est sur des moins-values, lorsque le bien est possédé depuis plus de 2 ans et que l'actif est non amortissable, on sera sur des moins-values de long terme. Dans tous les autres cas, c'est du court terme, donc pas de modification de taux d'imposition. Lorsqu'on se retrouve cette fois dans des plus-values, les actifs non amortissables détenus plus de 2 ans peuvent permettre de bénéficier d'une plus-value de long terme, donc taux réduit, et la partie qui va au-delà des amortissements dans le cadre d'un actif amortissable, elle aussi est du long terme et permet de bénéficier d'un taux réduit. Maintenant, l'impact sur la TVA. Donc, le point de départ, la règle de base, c'est que dire une cession est soumise à TVA si, lors de l'acquisition, il y avait de la TVA déductible. Donc, si au départ, il y a de la TVA, lorsque je cède, il y a de la TVA. Sur les immeubles, ça change un petit peu, on va avoir un reversement de TVA. On considère en fait qu'un immeuble doit se conserver pendant 20 ans. Si je fais une cession d'immeuble avant les 5 ans suivant l'achèvement, ma cession est exonérée de TVA. Si je fais cette cession avant les 5 ans, je vais devoir reverser de la TVA et le reversement de TVA que je dois faire se calcule en faisant la proportion des années écoulées par rapport aux 20 ans théoriques de garde de cette immobilisation, de cet immeuble. Et donc la TVA qu'on va devoir reverser constitue en tant que tel un élément de coût de l'immobilisation. C'est considéré du coup comme une TVA qui devient non déductible. On est considéré comme étant consommateur pour cette partie, ce nombre d'années qu'on a consommé le bien avant de le revendre.
Voilà pour cette vidéo sur l'évaluation des immobilisations corporelles et incorporelles à la sortie, à la cession. Ce n'est pas le chapitre le plus compliqué de tout le programme, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir faire et maîtriser. En particulier, je vous invite à regarder la vidéo sur les immobilisations sinistrées, puisqu'il s'agit également d'une sortie d'immobilisation incorporelle. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve dans d'autres vidéos. Bon courage et à bientôt!